C'est donc la ville de Suresnes qui organise cette conférence avec l'entreprise Subsea 7, qu'on remercie vraiment chaleureusement de nous accueillir dans ces locaux et de nous permettre justement de faire ce soir cet échange de bonnes pratiques et de présenter les politiques exemplaires qui sont menées dans ces domaines. Je vais laisser la parole à Monsieur le Président de Subsea 7. Donc, bonjour à tous. Donc, moi je suis David Bertin, dans la lumière. Donc je suis président d'Acergy France, c'est-à-dire la structure légale qui regroupe l'entreprise Subsea 7. Donc, je suis président du bureau français et je suis aussi vice-président du business unit qui s'appelle Global Project et également Asie-Pacifique. Bon, donc j'y reviendrai après. Juste pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir. Donc Isabelle Vasseur, qui est arrivée chez Subsea 7 il y a 1 an, et moi-même. Donc moi j'ai un peu plus d'historique chez Subsea 7, mais en fait ça fait 10 ans. Je suis à Suresnes depuis 5 ans et je suis président depuis 2 ans maintenant, ou un peu moins. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on aimerait bien recréer des liens avec les acteurs locaux. Donc c'est une occasion parfaite et on va continuer à le faire. Alors juste pour la petite histoire, donc, vous voyez le logo, donc c'est Subsea avec un 7. Donc en général, les gens ne savent pas très bien comment prononcer. Donc nous en France, et pour la petite histoire, le 7 correspond à plusieurs versions possibles. Une version que j'aime bien, c'est que ça correspond à l'étrave d'un bateau. Voilà, qui correspond bien à ce qu'on fait comme métier. Notre métier, c'est de construire des installations sous-marines pour des clients qui sont, alors maintenant on dit des énergéticiens. Il y a quelques années, on disait des secteurs, on parlait du secteur pétrolier. Nous, avant, on était des parapétroliers. Donc les parapétroliers historiques, c'est Saipem, Technip, Subsea 7, avant il y avait le TPM, Comex, des gens comme ça. Bon, maintenant, on ne dit plus ça parce qu'on se projette dans l'avenir à la transition énergétique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un des acteurs clés, en tout cas avec une expertise certaine dans les métiers de tout ce qui touche à la transition énergétique. Bon, le contexte récent fait bien prendre compte de l'aspect clé de l'approvisionnement énergétique et également de l'urgence de la transition. Donc nous, notre métier, alors ce qui est très intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on ne travaille que en mer, offshore. On ne travaille pas à terre. Et notre activité, à un moment, elle passe par des bateaux d'installation. Vous voyez les dessins sur les murs derrière vous. Des bateaux d'installation qui sont des bateaux très spécialisés, qui sont construits à l'unité pour des tâches très précises. Notre flotte se décompose en plusieurs types de bateaux. Enfin, en gros, il y a 4 ou 5 types de bateaux. On a des bateaux de plongée profonde, on a des bateaux de pose de tuyaux flexibles et de tuyaux rigides, donc ce qu'on appelle des pipelines en anglais. Des bateaux qui ont des grues de forte capacité qui peuvent poser des installations un peu spécifiques. Et on travaille dans des profondeurs d'eau jusqu'à 3000 mètres, voire un peu plus si les moyens techniques le permettent. Donc c'est vraiment ça qui nous caractérise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit. Donc on est d'abord une boîte d'ingénieurs. Je dis ça parce que dans le contexte de la diversité, c'est un autre challenge. On est une boîte d'ingénieurs, historiquement, qui conçoit ce qu'on va finir par installer. Donc une fois qu'on l'a conçu, on le fabrique ou on le fait fabriquer. Par exemple, des grosses structures qu'on fait fabriquer par les spécialistes dans différents pays. Et ensuite, on va l'installer avec nos fameux bateaux et on délivre tout ça à nos clients finaux qui sont les acteurs que vous connaissez, c'est-à-dire Total, BP, Exxon, bon, tous les acteurs principaux du monde de l'énergie. Alors ça, c'est pour l'activité historique huile et gaz. Et donc, dans le cadre de la transition énergétique, évidemment, on va aussi vers tout ce qui touche à l'éolien fixe et flottant. Donc les clients ne sont plus tout à fait les mêmes. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle, en anglais on dit carbon capture, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On capture du carbone à différents moments de leur émission et on le réinjecte ou on le neutralise par différentes techniques. Et derrière, il y a tout ce qui touche à l'hydrogène. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment, tout ça, ça consiste à bouger du gaz ou des électrons dans des tuyaux ou dans des câbles électriques, ce qui reste notre métier de base. Donc on fait partie des gens qui s'inscrivent directement dans cette transition énergétique. Voilà, donc c'est ça l'histoire qu'on raconte à nos nouveaux embauchés, c'est ça vers quoi on projette nos équipes dans un futur proche et lointain, et ça traduit bien ce qu'on fait comme métier. Alors ce que j'expliquais, c'est que nous on est très divers dans notre
organisation, puisqu'on a des équipes qui sont dans le monde entier. Moi, aujourd'hui, j'ai des équipes qui sont en Australie, en Malaisie, en Turquie, en Afrique, dans le golfe du Mexique, au Brésil. Ça reflète bien l'activité du groupe. Et donc, évidemment, la diversité, ça fait partie de ce qu'on est par défaut, je dirais. L'inclusion, ça fait partie des challenges qu'on doit réunir pour faire marcher ces gros projets. Et évidemment, les points de vigilance sont ceux que vous connaissez tous, par contre dans un contexte peut-être un peu plus international. Donc je dirais ce qui nous caractérise, c'est probablement la dimension très internationale de nos métiers. Mais je pense que les problématiques qu'on doit traiter, auxquelles on doit faire face, sont les mêmes que les vôtres. Voilà. Est-ce que ça répond aux cherches? Donc on fait des choses. Le message que j'ai pour vous, c'est qu'on fait des choses. Alors, on dit plein de choses sur le changement climatique, évidemment. Nous, on fait partie des gens qui ont les solutions plutôt qu'on ne fait pas vraiment partie du problème, on fait plutôt partie de la solution. Et ce qu'on fait est extrêmement compliqué, coûte extrêmement cher et surtout extrêmement risqué. Donc on a une façon de raisonner qui nous permet d'adresser ce type de défi. Voilà. On a des gens qui sont plutôt très bien formés et qui sont aussi formés à travailler en équipe multidisciplinaire et surtout multisite, hein, puisqu'on a des équipes qui travaillent ensemble sur des très gros projets qui sont basés dans plusieurs pays. On a un projet aujourd'hui où on a des équipes dans 18 endroits différents qui contribuent à la réussite du projet. Donc ça contribue à la diversité. C'est la diversité dans son terme pratique sur la réalisation d'un projet. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on est heureux d'avoir cette conférence qui nous permet justement d'évoquer les valeurs et puis l'engagement des entreprises qui sont ici, qui sont pour certaines surénoises et puis pour d'autres ne le sont pas, mais sont quand même très engagées sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui d'égalité homme-femme et de diversité. Donc moi je me présente rapidement pour présenter l'engagement de la ville de Suresnes que je représente. Je suis directrice de l'attractivité et de la vie citoyenne pour la ville de Suresnes. Donc Suresnes est une ville qui est engagée sur des politiques égalité femmes-hommes depuis 2012. On a un plan d'action que le conseil municipal a adopté donc, à cette date et on a obtenu le label égalité d'AFNOR en 2014. Voilà, donc on a une politique employeur, parce qu'une ville c'est également évidemment un employeur, hein, on a à peu près 1000 agents, avec 70% de femmes, et pourtant on a certains métiers, certains secteurs où on n'a que des hommes, et on a un certain nombre de secteurs où il n'y a que des femmes, on a aussi des écarts de salaire, donc on a mis en place des politiques d'égalité pour nos agents, pour avoir de la mixité dans nos services, pour travailler sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, pour aussi essayer d'atténuer les écarts de salaire, notamment avec des filières qui sont fixées par l'État et donc pour lesquelles on n'a pas forcément énormément de marge de manœuvre. Donc c'est tout ça qui nous a valu le label égalité, qui nous a été renouvelé tous les 3 ans jusqu'à l'année 2022. Voilà. On a également évidemment tout un plan d'action pour la population sur l'égalité homme-femme, avec notamment tout un parcours d'accompagnement et de prise en charge des violences sexistes et sexuelles. On a été une des premières collectivités de France, pour ne pas dire la première, à signer un contrat sur ce sujet-là, avec un accompagnement et des prises en charge qui sont évidemment pas parfaites, mais qui quand même répondent pour beaucoup aux besoins dans ce domaine-là, et ils sont très nombreux. On fait des sensibilisations et des actions dans tous les établissements scolaires pour éduquer à l'égalité, pour prévenir aussi les violences, et pour aussi travailler sur la mixité des métiers. Voilà, donc on a toutes ces actions-là, et aujourd'hui on travaille sur un plan d'action qui inclurait également toutes les questions de discrimination et de diversité, puisque pour l'instant notre label égalité c'était uniquement sur la question d'égalité homme-femme. Voilà, donc on élargit notre travail, donc c'est vraiment des valeurs fortes qui sont portées par la ville de Suresnes. On a aussi des actions, je sais que les entreprises aussi travaillent sur ce sujet, par exemple de l'insertion, avec des clauses d'insertion qu'on inclut dans nos marchés depuis plus de 10 ans là aussi. Voilà, et tout un travail qui est mené en interne sur ce sujet-là. On va pouvoir aborder les différentes pratiques justement qui sont innovantes et qui sont inspirantes aussi pour les entreprises du territoire. C'est quelque chose de cette conférence qu'on organise là aussi régulièrement pour justement diffuser cette culture de l'égalité à l'échelle du territoire, et on est vraiment très heureux que les entreprises répondent présentes
voilà, et qu'elles puissent aussi évidemment présenter leurs initiatives. Donc on va commencer avec Cécile Mativet, qui représente la fondation ADECO, qui va vous présenter l'étude sur l'inclusion qui a été menée par ADECO et des propositions qui ont été faites au gouvernement. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de présenter en 10 minutes une étude qui fait 150 pages. Donc, je vais sans doute être un peu caricaturale, aller un petit peu vite, et vous me pardonnerez, et je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Alors, pour commencer, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas. C'est moi qui ai bon. Là, c'est moi qui ai Ok, donc une page de pub. La fondation du groupe ADECO a une mission, c'est de contribuer à bâtir un monde du travail durable, souhaitable. Et pour ceci, elle a 3 piliers. Elle mène des expérimentations sociales en soutenant des associations sur des sujets qui nous sont chers, l'emploi des seniors, la transition écologique, donc les métiers de la transition écologique, particulièrement les bas niveaux de qualification. Et puis un troisième qui est l'accès à l'emploi des réfugiés. Elle partage tout ce qu'elle apprend en menant ses expérimentations et elle produit des études académiques ou empiriques pour mener des recherches-actions aux côtés de ces expérimentations. Et enfin, elle les publie au sein de son écosystème. Donc, je suis déléguée générale adjointe de la Fondation en charge du pôle études et du pôle communication. Donc je vous présente l'étude sur la systématisation des pratiques inclusives en entreprise. Pourquoi on a mené cette étude? Pour essayer de faire système pour changer d'échelle, pour essayer de faire en sorte que les différentes mesures qui sont très louables mais quelquefois ponctuelles ne soient pas une somme de mesures, mais permettent vraiment de faire de l'inclusion une responsabilité partagée par tous. Donc dans cette étude, on va définir le public dont on parle, on va comprendre pourquoi on agit finalement, pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'inclusion, pourquoi s'embêter après tout. On pourrait faire sans, peut-être. On va essayer de comprendre quels sont les freins, on va essayer de voir quels sont les acteurs de l'inclusion. Et puis, on a formulé, et ça c'est une marque de fabrique de la Fondation et de l'Observatoire de l'emploi du groupe, c'est de formuler des propositions qui s'adressent à la fois aux entreprises, mais aussi, pour certaines, au pouvoir public. Et puis, je partagerai ensuite quelques facteurs clés de succès. Alors, comment on s'y est pris en termes de méthodologie? On a d'abord réuni autour de nous en atelier quelques experts pris aussi bien parmi les entreprises de notre écosystème ou au sein du gouvernement. On a travaillé notamment avec le haut-commissaire qui était le haut-commissaire à l'inclusion, qui est devenu le haut-commissaire à l'engagement des entreprises. Et on a formulé une vingtaine de propositions. Puis ces propositions, on les a prises et on est allé les proposer, les porter devant 80 patrons d'entreprise, DRH, responsables inclusion, responsables diversité. Et puis on a mené avec BVA une enquête quantitative auprès de plus de 500 dirigeants pour voir comment ils appréciaient, comment ils prenaient ces études. D'abord, de qui est-ce qu'on parlait? On a choisi de parler des 2,5 millions de personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est-à-dire qui sont sans emploi depuis au moins 1 an. C'est 2,5 millions de personnes, et c'est donc les actifs au chômage de longue durée, les réfugiés statutaires, les NEET, etc.,
Tout ceci pour vous dire, par exemple, qu'on ne s'est pas intéressé au problème d'égalité hommes-femmes. C'est un sujet majeur de diversité et d'inclusion, mais ça n'est pas un sujet qu'on a traité dans cette étude. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait agir en faveur de l'inclusion finalement ? Eh bien parce que le travail est le meilleur rempart contre l'exclusion. L'emploi, c'est vraiment un vecteur majeur d'inclusion et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais aussi, ça c'était la partie vertueuse, mais aussi tout simplement parce que le marché de l'emploi s'est retourné et la plupart des entreprises ont d'énormes difficultés de recrutement. Donc d'énormes difficultés de recrutement, je vous ai mis le chiffre au dernier trimestre 2021 de la DARES, c'était 264 800 emplois vacants. Ce chiffre, il varie entre 200 000 et 400 000, 500 000, ça dépend ce qu'on compte, mais bref, énormément d'emplois vacants. Et pourtant, il y a seulement une entreprise sur 5 dans notre sondage avec BVA qui dit spontanément mettre en place des actions en faveur de l'inclusion. Donc pourquoi se priver de ce vivier qui finalement est un vivier de talents qui peuvent être, moyennant accompagnement, mis directement à l'emploi. Mais aussi pour répondre à des enjeux stratégiques. Alors je vais me passer vite sur les enjeux stratégiques, mais la loi Pacte, par exemple, a montré que le rôle de l'entreprise, ça n'était pas seulement de faire du profit, mais aussi avait vraiment un rôle social et sociétal. Sur l'attractivité, le fait de pouvoir répondre à des marchés closés et répondre avec la clause sociale d'insertion, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. On sait que la RSE est un facteur d'attractivité énorme, notamment pour les jeunes générations qui en font une condition sine qua non du fait de postuler à une offre. Mais aussi, et ça les personnes qu'on a interrogées nous l'ont dit de façon assez spontanée, oui, quand on recrute dans le secteur de l'inclusion, il y a des aides financières et ça n'est pas une moindre chose. 80% des personnes qui ont été interrogées nous ont dit que les incitations fiscales et les aides directes sont propices au développement chez eux d'actions inclusives. Alors les freins sont importants. Parmi les plus importants, d'abord il y a les préjugés, il y a ce qu'on imagine, les préjugés, les stéréotypes. Parmi les plus fréquemment rencontrés, c'est si je recrute quelqu'un, une personne en insertion, donc qui a été éloigné de l'emploi, qui a eu un parcours un peu cabossé, eh bien elle sera moins productive. Et ça, il y a 20% des personnes qui nous l'ont dit. Ou alors, ça va créer des problèmes d'intégration dans les équipes. Voilà, donc il ne faut pas les ignorer et je vous dirai ensuite à quel point l'accompagnement pour aussi bien des équipes qui accueillent que des personnes qu'on va mettre à l'emploi est important. Côté entreprise, les freins peuvent être liés à l'évolution du marché du travail. On peut se dire que les compétences techniques évoluent tellement vite. Je vous rappelle, dans les années 80, une compétence technique, c'était une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une durée de vie de 5 ans. Qu'on se dit, pourquoi c'est compliqué de former quelqu'un qui n'a pas le socle de base déjà à acquérir ces compétences. Il y a aussi le fait que le secteur de l'inclusion est assez opaque, c'est compliqué de s'y retrouver, donc c'est un marché un peu flou, donc c'est compliqué pour une entreprise qui a envie de se lancer dans une démarche d'inclusion mais qui ne sait pas trop comment identifier les personnes éloignées de l'emploi. Il y a aussi le fait que les process de recrutement sont encore extrêmement traditionnels. Le combo CV, entretien de recrutement est encore très très pratiqué et assez peu adapté à des personnes qui ont des parcours assez peu linéaires. Côté bénéficiaire, les freins aussi sont multiples et sont systémiques, sont liés à la personne, à son histoire, à son parcours.
je vous donne juste un exemple. Il y a 40% des bénéficiaires des minima sociaux qui n'ont pas de moyens de transport. Donc c'est parfois, et ça prend une acuité vraiment particulière en ce moment, c'est très compliqué tout simplement de se rendre sur son lieu de travail quand on n'a pas de moyens de transport. Et en général, les difficultés se cumulent. Je vous donne un autre exemple. Les jeunes qui sortent de leur formation initiale en ayant une situation reconnue administrativement de handicap sont 24% de plus qu'un jeune sans handicap à être ni en emploi, ni en formation, ni en études. Donc voilà, c'est un cercle vicieux et l'éloignement de l'emploi se cumule avec les autres difficultés. Il y a des freins aussi qui sont liés au marché du travail. Le fait de savoir naviguer sur le marché du travail, c'est une compétence en soi. Et c'est une compétence qu'on n'a pas quand on en est éloigné depuis longtemps. Ça demande des compétences cognitives, ça demande le fait de savoir quelles sont les compétences qu'on peut transférer d'un emploi à un autre, d'une situation à une autre. Ça demande vraiment une adaptation à des pratiques que l'on n'a pas quand on est très éloigné du marché de l'emploi. Parallèlement, on sait que le budget consacré à l'emploi est important. En France, 88 milliards d'euros répartis entre les dépenses qui visent l'emploi sur les entreprises et les dépenses associées aux politiques dites actives. Je ne rentre pas dans les détails, je pourrais vous dire plus tard de quoi il s'agit. Retenez simplement que c'est un budget important et pourtant les difficultés d'accès au marché du travail sont toujours criantes et la part de l'exclusion ne faiblit pas. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ces constats, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a formulé donc une vingtaine de propositions. Pourquoi 15 ? Parce qu'il y en a 5 qui n'ont pas été retenues par les personnes qu'on a auditionnées. Et je vais vous les présenter très rapidement. Alors d'abord, celles qui ont une petite croix rouge sont celles qui n'ont pas été retenues. Elles sont liées d'abord à de la communication. On nous a dit que c'était bien de communiquer, effectivement, il faut avoir une approche de valorisation plutôt que de punition. Mais néanmoins, les labels, les chartes, les entreprises n'y croient pas. Les référents aussi, les entreprises ont du mal à s'approprier l'idée, puisqu'il existe déjà beaucoup de référents et elles considèrent que ce n'est pas forcément très efficace. Un petit arrêt sur les deux dernières propositions qui ont été retoquées. C'est la 12 et la 13, donc l'objectif de recrutement de personnes issues de l'inclusion et l'objectif de sous-traitance au secteur de l'inclusion. De quoi il s'agit ? Il s'agit des quotas en fait. Et là, une fois qu'on a prononcé le mot de quota, et ben on a toutes les entreprises qui, comme un seul homme, lèvent les boucliers et nous disent non, pas de quota. Les grandes, nous avouons que bah oui, on sait bien que ça marche, mais non quand même, on n'en veut pas. Et les petites disant on a assez de contraintes, pitié, pas de ça. On est persuadé quand même que les quotas, ça fonctionne, c'est une méthode épouvantable, mais ça marche. Mais néanmoins, on ne les a pas retenues, on ne les a pas proposées, puisqu'elles n'ont pas retenu l'adhésion. Les représentants du MEDEF, par exemple, nous disant mais on ne peut pas mettre de quotas parce que finalement, on ne sait pas définir le public de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que le public ? Tout le monde va les compter. On ne sait pas les compter, on ne sait pas de qui il s'agit, donc on ne peut pas mettre de quotas. Ok, soit. Les propositions taguées d'une petite fusée sur fond orange, en fait, sont des propositions
dont on sait qu'il existe déjà des choses. Ça existe déjà, mais on pense que c'est pas mal de l'industrialiser, de le développer. Par exemple, il existe une plateforme de solutions qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, qui a été développée par le Haut Commissariat, qui s'appelle plateforme de l'inclusion.gouv.fr, voilà, et qui met en relation le secteur de l'IAE, des gens qui voudraient se lancer dans l'inclusion, qui proposent des CV, qui proposent des accompagnements. Le campus de l'inclusion également est quelque chose auquel on croit beaucoup. C'est une start-up qui accompagne les managers dans les pratiques inclusives et qui forme les managers, les dirigeants à accueillir et recruter dans le secteur de l'insertion. Voilà, et l'ensemble des autres études, donc celles qui ont un petit like bleu, sont celles qui ont eu une acceptation assez majoritaire. Donc si j'en prends trois qui nous tiennent particulièrement à cœur, il y a donc tout ce qui est du registre de la formation, hein, soit via le campus, soit en travaillant avec des écoles ou des universités pour intégrer dans les cursus initiaux des futurs managers, donc d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, des modules obligatoires, soit d'immersion dans le secteur de l'inclusion, soit de travail avec des publics issus de l'inclusion, pour que ce soit naturel une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise. On appuie aussi le fait de rendre une formation obligatoire sur le mode de la formation à la non-discrimination, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà, donc ça nous paraît intéressant. Ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est la multiplication et l'appui vraiment apporté aux clauses sociales d'insertion. Pour l'instant, il y a finalement très peu de marchés, même publics, qui sont clausés, qui sont liés à une clause d'insertion. On pourrait sortir du BTP. Il n'y a pas que le BTP qui peut faire l'objet de clauses. Tous les secteurs, y compris les prestations intellectuelles, peuvent faire l'objet de clauses. Et on pense que ce serait bien qu'il y ait une doctrine publique sur le sujet, que le gouvernement s'engage, parce que finalement très peu de leurs marchés sont clausés. Donc que l'État montre l'exemple pour qu'ensuite les entreprises puissent s'engager et que finalement le poids de la clause ne retombe pas systématiquement sur les sous-traitants et les PME qui sont souvent assez démunis dans le fait de pouvoir y répondre. Et enfin, on promeut l'idée d'un score de l'inclusion. Pourquoi on l'a appelé score? On l'a appelé score pour ne pas l'appeler index, parce qu'il existe déjà énormément d'index, index d'égalité homme-femme, index de la diversité qui a été travaillé puis qui n'a finalement pas vu le jour. Il y a des obligations d'emploi des personnes en situation de handicap, il y a des taux d'alternants à respecter. On s'est dit que ça serait peut-être pas mal d'avoir un méta-index qui compile l'ensemble de ces données, parce qu'on s'est rendu compte qu'en interviewant des patrons de PME, des responsables locaux, finalement, ils ne savent pas nous dire où ils en sont de l'inclusion, quel est leur niveau, est-ce qu'ils sont inclusifs, beaucoup, un peu, pas du tout. Ils savent pas nous dire, et quelquefois ils nous font des réponses surprenantes. Voilà, donc quelque chose qui permettrait à chacun de s'évaluer, de se fixer des objectifs, de se comparer, ça nous paraîtrait une bonne idée, mais qui ne demande pas de travail supplémentaire, qui soit la compilation de données déjà existantes. Voilà, je pourrais vous détailler les suivantes si vous voulez, mais je crois qu'il faut que j'accélère. Donc les facteurs clés de succès, forcément une approche globale, hein, ça marche quand la stratégie d'inclusion n'est pas simplement portée par le directeur diversité, voire par le patron qui serait particulièrement engagé, mais que ça diffuse partout dans l'entreprise, que ça parle au business,
On ne peut pas faire d'inclusion si ce n'est pas lié directement à la stratégie et à la performance économique. Un lien avec le territoire qui me paraît aussi extrêmement important. L'inclusion, elle se décide peut-être en haut, mais elle se fait sur le terrain. Donc les liens avec l'écosystème de l'emploi, avec les institutionnels de l'emploi, avec les associations qui œuvrent au quotidien, sont vraiment fondamentales pour que ça avance. Et puis l'accompagnement, la formation de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien des équipes qui vont accueillir en leur sein des personnes qui ont eu un parcours cabossé, qui n'ont pas forcément tous les codes. Voilà, donc il y a des associations qui préparent à l'emploi ces personnes et qui forment les managers, et puis évidemment donc accompagner et former et préparer à l'emploi les personnes en insertion elles-mêmes. Et puis enfin, on adapte le poste et pas la personne. Voilà. En conclusion, très rapidement, ce qu'on a voulu faire avec cette étude, c'est pas réinventer la poudre, c'est aller à la rencontre des entreprises, recueillir les bonnes idées, les bonnes pratiques, les partager. Donc il y en a vraiment énormément à l'intérieur de l'étude. Si vous voulez la télécharger, elle est en accès libre sur le site de la fondation du groupe ADECO. Et comme on a pitié, il y a plusieurs formats. Il y a un format qui fait 120 pages, mais il y a aussi un format qui fait 40 pages. Il y a un petit film qui vous donne en quelques minutes le contenu principal de cette étude. Voilà, et puis je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Et je suis désolée, je crois que j'ai dépassé largement les 10 minutes. Peut-être un petit peu, mais vous êtes passionnés et c'était passionnant. Donc merci beaucoup. Voilà, je renchéris évidemment sur la question de l'insertion, des clauses d'insertion. Effectivement, ça fonctionne. Nous, on met des clauses dans tous nos marchés et on réunit régulièrement les entreprises pour témoigner. Et elles nous disent qu'avec leurs salariés en insertion, ça se passe très bien et ça produit même souvent des recrutements dans la durée. Donc voilà. On va continuer avec Tanguy Beller, qui est à la fois représentant de l'AFDRH et puis du groupe Vinci, qui va nous parler des travaux de la norme ISO 34115. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec les Surinoises et les Surinois, c'est comme ça qu'on dit ? Surinois. Désolé d'écorcher, parce que je suis voisin en fait, je viens de Nanterre, le siège de Vinci. Effectivement, je suis le directeur de l'inclusion et de la diversité du groupe Vinci. Je suis très heureux de partager un certain nombre de propositions qu'on a fait, notamment autour de la normalisation du sujet inclusion et diversité. Parce que c'est pas simple. Vous avez vu toutes les actions de la Fondation ADECO. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, personnellement, comme définition de l'inclusion, comme définition de la diversité, mais il doit y en avoir à peu près autant que de personnes qui y pensent. Donc on a essayé le premier effort de la norme ISO 34115, ça a été de proposer une définition qui fonctionne partout dans le monde, quel que soit le contexte culturel et réglementaire lié à la diversité dans un pays donné. Donc la diversité, c'est le comptage des différences et des similitudes entre les personnes. Ça, c'est la diversité, c'est un constat. On compte un nombre de personnes, un nombre de caractéristiques qu'ont certaines personnes. Et puis l'inclusion, c'est un peu compliqué en langue française, parce que l'inclusion, c'est le résultat d'action. L'inclusion, c'est le résultat de pratiques et de process qui produisent l'inclusion. Alors c'est un peu cryptique comme ça. C'est-à-dire que l'inclusion, ça ne se constate pas, ça se pratique et on l'obtient. C'est-à-dire qu'on regarde les process de l'entreprise, on regarde les procédures, on regarde les procédures pas que de l'entreprise, on regarde les procédures administratives, toutes sortes de procédures qui existent. Ça, c'est la première chose. Et après, on regarde leur mise en œuvre. Pour parler de l'entreprise, l'exemple que je prends tout le temps, c'est il y a des procédures très claires, très précises, et puis après, les personnes en position managériale les appliquent. Et on s'aperçoit que la même procédure, elle ne produit pas les mêmes effets suivant la personne qui l'applique. Donc il y a bien deux choses pour produire de l'inclusion. Il
faut bien vérifier ces process, et la mise en œuvre des process, c'est-à-dire la pratique. Donc c'est sur cette base qu'on a travaillé au sein de l'ISO pour produire cette norme ISO 30415, première norme internationale qui traite du sujet de la diversité et l'inclusion. C'était dans le cadre du comité technique de l'ISO numéro 260, le TC 260, dont le thème est le management des ressources humaines. Donc c'est très lié à l'emploi. En revanche, c'est lié à toutes les formes d'emploi. Je le redis, ça a été écrit. On s'est attaché, les experts qui ont rédigé cette norme, à s'assurer qu'elle fonctionne pour les organismes privés, publics, associatifs, non gouvernementaux, dans tout pays, quel que soit encore une fois le contexte culturel et réglementaire lié à la diversité dans ces pays. Le produit fini, on en est très content, j'étais très heureux qu'on me propose de vous en parler, parce qu'on a un truc qui fonctionne partout. Là, j'ai commencé à parler de mon boulot à moi, c'est qu'effectivement chez Vinci, c'est 260 000 personnes dans 120 pays, et que donc la diversité, on peut dire elle y est, on a autant de nationalités, si ce n'est plus que de pays dans lesquels on opère, mais l'inclusion, est-ce qu'elle y est? Est-ce que chacune des personnes chez Vinci se sent reconnues dans toutes ces caractéristiques? Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes dans les entreprises qui se disent que leurs caractéristiques sont au mieux ignorées, au pire maltraitées? Et donc ça devient un sujet extrêmement complexe pour l'entreprise, et surtout qu'il ne peut être traité par la petite porte. On est obligé d'avoir une ambition globale, une stratégie globale. La stratégie de Vinci globale, c'est de partout avoir des environnements de travail inclusifs, que partout les individus soient reconnus dans leur singularité, et que partout chacun ait les mêmes chances de nous rejoindre, de grandir, de s'épanouir et d'avoir les carrières qu'il souhaite. Donc c'est vraiment ça le sujet qui nous occupe, et c'est ça que la norme a permis de faciliter énormément dans mon travail d'inclusion et de diversité. J'ai pour le groupe, dans la DRH de Vinci, le portage de la stratégie globale que je viens de vous décrire, et après je dois m'assurer que localement, dans chacun des pays où nous sommes présents, dans chacun des métiers où nous sommes présents, puisqu'entre construire une tour de bureau, exploiter un aéroport, faire tourner une autoroute ou construire des data centers, on n'est pas dans les mêmes activités. Donc il faut qu'on puisse assurer ce que je vous ai dit partout. On a pour cela un sujet qui a été difficile, et je veux le redire parce que c'est des enjeux en fait qu'on a au sein de chaque collectif humain. Que ce soit une entreprise, que ce soit l'administration, que ce soit une famille, le défi, il est de mettre d'accord les personnes autour de l'inclusion telle qu'ils la pensent, telle qu'ils l'aperçoivent. Et ça, c'était vraiment intéressant dans ce comité d'experts, groupe de travail numéro 8 du Technical Committee 260, parce qu'on avait 60 ou 80 pays assemblés. Donc j'avais le bonheur d'être dans la délégation française, et je vous révèle que sous la direction de Laurence Breton-Cuelly, ici présente, chef de la délégation française, dans ses travaux. Et voilà, on a des postures différentes. En France, on a le principe de l'égalité entre les personnes. C'est ça qu'on doit garantir. Il y a certains pays où ils sont dans la promotion de certaines caractéristiques sur d'autres. Ce qu'on appelle parfois en France la discrimination positive. Et c'est des systèmes réglementaires, c'est des systèmes culturels. Il y a des pays où certaines dimensions de la diversité ne peuvent pas être traitées, voire on ne peut pas en parler. Parce que culturellement, elles sont tellement inacceptables ou tellement personnelles que le simple fait d'en parler tombe sous le coup de textes de droit pénal. Il faut composer avec tout ça. On n'est pas dans le jugement quand on est dans l'entreprise. Je dois faire avec des personnes qui ont la citoyenneté des pays que je vous décris,
avec les caractéristiques que je vous décris, et il faut trouver de la place pour tout le monde, et il faut trouver de la place pour tous les points de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises de Vinci qui partent de beaucoup plus loin que certaines autres, par exemple sur la répartition entre les femmes et les hommes. Il y a des entreprises de Vinci, par exemple au Brésil, on a fait, pour la première fois de l'histoire du groupe, l'année dernière, la première semaine de l'inclusion et de la diversité du Brésil. Tous les métiers de Vinci au Brésil, donc principalement l'aéroport de Salvador de Bahia, Vinci Énergie, donc à la fois de l'électricité et de la donnée, et Vinci Construction qui fait principalement des pipelines dans l'ouest du Brésil. Des métiers extrêmement différents. L'aéroport de Salvador de Bahia voit passer une diversité de passagers. C'est un gros aéroport. Quand on pose des pipelines complètement à l'ouest du pays, on rencontre très peu de gens. En revanche, on est sur des terrains tribaux, sur des territoires tribaux, donc on coopère avec les tribus que l'on traverse, que l'on côtoie. Donc c'est vraiment tout ça, c'est très général, il faut être à l'aise avec ça. La diversité n'est pas la même dans chaque point géographique. Et je dirais même que la diversité dans la ville de Suresnes n'est pas la même que la diversité dans la ville de Nanterre, et qu'il faut le prendre en compte. On n'a pas les mêmes leviers d'inclusion suivant le point de diversité d'où on parle. Et c'est vrai aussi dans les entreprises. Bon, c'était les apprentissages, c'est qu'au début, on se demandait si c'était faisable quand même. Produire une norme internationale qui fonctionne partout, dans tous les pays, quel que soit le contexte réglementaire, trouver le bon point de corrélation entre les systèmes pour l'égalité, les systèmes pour la promotion des minorités, les systèmes pour les actions affirmative action, comme disent les Américains. Bon, on y est arrivé, ça c'était une très bonne surprise. Et en fait, on s'est aperçu surtout que c'était d'une pertinence incroyable de se lancer là-dedans, avec entre 60 et 80 pays ensemble. Quelle chance de pouvoir justement comparer et discuter de tout ce que je vous dis. Moi, vu de la France, avec une expérience sur les 120 pays, c'est juste génial, parce qu'on est sûr d'avoir une vision holistique du sujet. Et on est sûr de ne pas rentrer dans des concepts nationaux. C'est-à-dire que dans la norme ISO 30415, il y a de la place pour choisir l'égalité comme principe directeur, il y a de la place pour choisir le système de la discrimination positive, il y a de la place pour traiter certaines dimensions de la diversité ou pas d'autres. Donc ça, c'était vraiment une vraie chance de pouvoir faire ça. Ça, je vais passer. Comment je l'ai utilisé, moi, chez Vinci, par rapport au thème qui nous occupe. J'ai donc, je vous ai dit, 260 000 personnes dans 120 pays. Comment je fais, pas seulement pour descendre et faire comprendre la politique globale de Vinci en matière d'inclusion et de diversité, mais comment je fais pour mettre en mouvement ces 260 000 personnes qui partent de points de vue différents. La norme est très utile. J'ai donc acquis les droits d'usage de la norme. Je l'ai même apportée, mais je la garde précieusement parce que ça vaut de l'or. 47 pages, c'est facile. Et là, vous avez un guide de 47 pages. Et vous pouvez démarrer, progresser sur une dimension de diversité, sur plusieurs, comprendre comment mesurer l'inclusion des sujets que vous traitez, et ça marche partout. Donc, j'ai 700 animatrices et animateurs inclusion et diversité dans 35 pays aujourd'hui. J'ai acquis les droits pour eux, chacune d'entre elles là, et où qu'ils en soient, en termes de maturité organisationnelle sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, ils trouvent de quoi démarrer, avancer, progresser, mesurer et rendre compte. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'était une aventure de participer à ces travaux, mais vraiment le produit est quelque chose qui est fort utile, qui me permet en plus, du coup, d'avoir un espèce d'étalon, puisque tous les pays qui l'utilisent peuvent du coup me donner où ils en sont, quels sont leurs progrès, et je peux agréger le tout et avoir une vision à l'aune du même référentiel de tout ce qui est fait partout dans le monde chez Vinci. Donc voilà, je vous recommande
Là, donc moi je l'ai mis à disposition en version anglaise parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. L'intérêt de la norme ISO, c'est que beaucoup de pays l'ont reprise en collection nationale. Je crois que Laurence, tu nous en parleras. Donc elle existe en version française et elle existe dans tous les pays qui l'ont repris en collection nationale. Une raison de plus pour moi de la pousser, puisqu'une fois qu'ils avaient la version anglaise, c'était sans doute beaucoup plus pratique dans certains pays de se rapprocher de leur organisme de normalisation et d'acquérir le même document dans la version de la langue qu'ils pratiquent le plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ISO 34115 et l'intérêt que nous y trouvons chez Vinci qui nous a vraiment permis d'avancer et de progresser. Merci beaucoup. Avant de passer au témoignage des entreprises qui vont suivre, on peut peut-être faire un petit temps de questions-réponses sur les deux premières interventions. Est-ce que voilà, certains d'entre vous ont des questions sur ces deux... Non. Si. Qu'est-ce que c'est à l'initiative de cette norme du débat? Alors ce sont les Américains, le principe du fonctionnement d'ISO est que lorsque un pays a une idée, une proposition de norme, elle peut le proposer à l'ISO. Les pays sont représentés à l'ISO par leur organisme de certification, de normalisation nationale, donc l'AFNOR pour la France. Et donc là, ce sont les Américains qui sont représentés par Charme. C'est Charme, c'est le... C'est l'association de certification. Ah oui. Bonjour à tous. En fait, la normalisation avec les Américains qui ont la tête de ce comité technique depuis 2011, c'est Dallas. Il faut y être pour comprendre, mais on a eu différents organismes à la tête. On a eu notamment CHURM. CHURM, c'est l'association américaine, mais qui est worldwide. En clair, il y a 250 000 membres. Et là, depuis cette année, c'est passé à l'association de certification RH américaine, mais toujours avec le même président. Mais si on vous en parlait, mais il faut savoir qu'on se voit 2 fois par an, une fois souvent aux États-Unis ou ailleurs, on a voyagé à travers le monde, et puis une fois en Europe. Mais c'est toujours un peu problématique puisque ce n'est pas le pays qui a la meilleure connaissance d'un sujet qui porte le sujet en premier. Donc en fait, les Européens qui sont beaucoup plus mûrs dans la question de la diversité et l'inclusion se sont fait couper l'herbe sous le pied par les Américains. Voilà, donc après il a fallu suivre. Ce que dit pas Tanguy, c'est qu'il est représentant français, qu'il a eu un prix hors norme de la part de l'AFNOR. En principe, on est sur des innovations technologiques et là, on avait créé un prix de l'inclusion. Donc, il y a une vidéo, vous voyez, il le vit. Mais c'est vrai que ça a été assez prodigieux et c'est très dur pour nous parce que dans la stratégie d'influence, les pays européens ont quand même une vision de la diversité. Je rappelle qu'une norme, c'est une soft law. Donc voilà, mais Tanguy a fait en sorte, comme voilà, pour le knowledge management, mais voilà, c'est en fait le premier pays qui porte le sujet. Voilà, pour vous donner une idée, aujourd'hui on a des travaux qui commencent sur la gig economy avec les gig workers, les travailleurs des plateformes, et c'est la Chine qui a porté le sujet. Alors qu'on aurait pu imaginer que ce soit les États-Unis, vous voyez. Mais c'est comme ça en normalisation. Donc après, c'est important d'y être et d'influencer. Et Tanguy a vraiment influencé pour que ce soit en fait en lien et en alignement avec ce que nous avons déjà en France, notamment avec le label diversité. Donc voilà, ce sont des stratégies d'influence et c'est très intéressant parce que, comme le dit Tanguy, on a des experts du monde entier, pas seulement en ressources humaines, on a des consultants, on a vraiment, voilà, et des représentants de l'OIT ou ailleurs, c'est toujours des expériences intéressantes de se frotter, et puis, comme un peu ce qu'on a vu avec ADECO, ça fait grandir en réalité, puisqu'on connaît plein de choses après. Je te rends la parole, mais c'est toujours passionnant pour écouter Tanguy pendant des heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que madame, il y a une question. Je passe le micro. Moi, c'était juste pour rendre justement les choses peut-être concrètes, parce que pour moi, c'est très, très, très éloigné pour l'instant. Est-ce que vous avez un exemple d'une pratique qui serait dans la norme et une pratique qui est maintenant peut-être qualifiée de hors norme, justement, pour qu'on comprenne? Que moi, je comprenne. Alors la norme est rédigée comme un guide pour justement établir des pratiques, puisqu'on a voulu qu'elle fonctionne partout. Donc
il n'y a pas dans la norme de bonnes pratiques, mais il y a tout le cheminement intellectuel pour les trouver et pour les trouver pertinentes pour votre organisation, votre moment de maturité et votre contexte culturel et réglementaire. Donc on ne trouve pas là-dedans... Non, mais chez Vinci, par exemple, alors, parce que du coup, vous savez, dedans et dedans. Ce qui est dedans, oui, on a des actions qui ont été effectivement pensées au sein du réseau des 700 animatrices et animateurs inclusion et diversité, notamment sur la dimension de la diversité du genre. Ça, on en a parlé très tôt, il y a 3-4 ans déjà, et le constat était simple. Il y a aujourd'hui 15 pays dans le monde qui offrent d'autres options que femmes ou hommes pour identifier le genre. D'autres options administratives, documents d'identité. Vous pouvez identifier votre genre par autre chose que femme ou homme. On est dans 11 de ces pays, Vinci. On se dit, c'est statistiquement, il y a l'Allemagne dedans, qui compte chez nous 16 000 personnes. On est un échantillon représentatif de la population. Il y a toutes les chances qu'un jour ou l'autre, une personne va candidater chez nous, on va la recruter, et elle va arriver avec une pièce d'identité où il y aura autre chose que femme ou homme. Inutile de vous dire que tous nos systèmes RH en France, depuis que le monde est monde, ils comptent des femmes et des hommes, que l'informatique, elle compte des 0 et des 1, et que donc c'est pas simple. Et là-dedans, on nous dit de pouvoir justement savoir mesurer la diversité, savoir mesurer les enjeux que représentent certaines dimensions de la diversité pour vos organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On a un enjeu business qui est simple, c'est de dire est-ce qu'on risque pas de se priver de personnes allemandes qui sont autre chose que femmes ou hommes et qu'on ne saurait pas accueillir parce qu'on ne saurait pas où les inscrire. Et donc on a commencé cette réflexion, et donc ça nous a permis, on a changé tout le système SIRH, et depuis 2020, le rapport annuel du groupe Vinci présente les données liées aux effectifs réparties en 3 options de genre. On a mis femmes, hommes et autres, parce que en fait, ces 15 pays ont chacun leur définition d'autre chose que femmes ou hommes. Chacun de ces pays couvre des réalités physiques et psychiques différentes. Donc il a fallu qu'on trouve, il n'y a pas de vocable international ni de définition internationale commune. Donc on a mis autres pour couvrir les 15 définitions de chacun des pays. Enfin les 11, puisqu'on est dans 11 des 15. Voilà une action qui a été identifiée grâce à ça. Et puis il y a la communication qui va avec, il y a la prise en compte par toutes les parties prenantes. Ça nous a conduit parallèlement dans l'annuaire Vinci sur l'intranet, qui recense les 260 000 personnes du groupe. On a encore la civilité, monsieur, madame. Donc on a rajouté des possibilités de civilité non binaires pour être en accord sur tout le long de la chaîne. Merci beaucoup pour ces exemples qui viennent illustrer la théorie par la pratique. Donc on va laisser la parole à Isabelle Vassort qui va présenter la politique égalité du groupe Subside 7. Non, pas de smile. Bonjour à tous. Donc pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés physiquement, donc je suis Isabelle Vassort, directrice des ressources humaines de Subside 7. Subside 7 que j'ai rejoint il y a 1 an maintenant, au titre de la fonction. Et donc j'ai eu le plaisir effectivement de rencontrer dans les différentes thématiques évidemment qui relèvent de la sphère RH et particulièrement sur tout ce qui touche à effectivement l'inclusion, la discrimination, puisque c'est une entreprise qui est déjà impliquée sur ces thématiques depuis de nombreuses années dans la réduction des écarts. Ça se traduit très concrètement par des actions qui sont prises au niveau des recrutements, par exemple. Donc au niveau des recrutements, effectivement, on élimine
dans nos processus de recrutement, tout ce qui touche donc au genre, hein, monsieur, madame, etc. Donc tout ça est exclu dans nos processus de recrutement, ce qui permet d'être totalement, je dirais, en transparence, hein, et de simplement focaliser sur les compétences, sur les profils, sur les compétences des candidats qui postulent donc au sein de notre entreprise. Parallèlement à cela, on a de gros efforts en fait de travail sur tout ce qui touche au titre donc des discriminations, tout ce qui peut toucher autour de la thématique du handicap. Donc ça, c'est une thématique qui est en place en fait depuis de nombreuses années également au sein de Subsea 7. Et on travaille de manière assez concentrée autour donc de l'insertion de personnes en situation de handicap. Ceci nous a valu d'ailleurs donc des agréments obtenus en fait auprès de la direction départementale de l'emploi et dont les agréments ont été renouvelés à plusieurs reprises. Alors par ailleurs, nous avons récemment en fait démarré une nouvelle aventure avec une association donc, qui s'appelle Stop. Stop, alors c'est sur des thématiques, hein, je vous partage des pistes de réflexion et des pistes de travail sur lesquelles nous œuvrons. C'est une thématique donc différente qui touche au sexisme ordinaire. Et en fait, je pense que c'est vraiment une association intéressante. Hein. Personnellement, j'ai rencontré virtuellement, hein, je n'ai pas encore eu la chance de les rencontrer en face à face, mais à l'origine, en fait, ce sont 3 personnes fondatrices donc, qui viennent d'organisations différentes, de gros groupes donc, que sont L'Oréal, que sont Ernst & Young, et j'oublie toujours le 3e, mais il va me revenir, David. Non, pareil. Et en fait, l'objectif, hein, c'est tout simplement de travailler sur le sexisme ordinaire et de porter des points de barrage à ces pratiques en entreprise qui sont courantes, plus ou moins en fonction je dirais des entreprises et des personnes. Et parfois, ce sont tout simplement des pratiques par usage, par habitude, dans nos langages, dans les langages obtenus. Et je crois que tout simplement porter ce sujet au titre de la communication, pour l'expliquer et pour faire, et certainement le début de l'aventure, pour faire évoluer les habitudes, pour les changer, et de sorte que effectivement ça ne porte pas préjudice aux personnes au niveau de l'entreprise. Donc ça c'est une initiative récente, hein. On a signé une charte, c'était au mois de février je crois, voilà. Donc David en qualité de président donc, de Subsea 7 a signé la charte, et depuis je continue à œuvrer effectivement au niveau de l'association pour partager justement toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place par le biais de ce réseau. À titre d'information, 150 entreprises en fait ont rejoint l'initiative, donc ça prend quand même pas mal d'ampleur, et c'est une bonne source, je pense, d'enseignement que je partage au nom de l'association avec plaisir, et que je vous engage effectivement à consulter. Voilà pour vous dire en 2 mots et en résumé hein, sur les pratiques. On pourrait en dire davantage, mais je pense que c'est un bon début et un bon résumé en tout cas de ce qui est en place chez Subsea 7. À votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je suis très intéressée, je ne connaissais pas cette association Stop. Voilà, ce qui est peut-être normal, mais c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces questions d'égalité homme-femme. Et est-ce que vous avez justement un exemple de bonne pratique que vous avez pu mettre en place dans vos équipes? On a un peu échangé avant la réunion et vous me disiez qu'il y avait beaucoup d'hommes, évidemment. Enfin, vous aviez forcément dans votre entreprise une mixité qui est encore à construire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme quelle est une des bonnes pratiques qui a pu émerger? Les mauvaises pratiques, c'est intéressant aussi, les mauvaises pratiques. Je vais vous donner un exemple. Dans cette salle, on a fait ce qu'on appelle les Tarnols, donc des réunions d'information à nos équipes. Quand on a accueilli notre comité directeur, donc on avait 300 personnes dans la salle, donc la salle était pleine, et ça s'est passé après le Covid. Donc c'est la première fois qu'on avait 300 personnes depuis le Covid. Bon, bref.
Et donc j'ai cité l'ensemble des business units qui sont dans ce bureau, qui inclut des gens du corporate. Donc on a quelques grosses BU, on a une vingtaine de personnes du corporate. Et donc j'ai cité ces 20 personnes. Et quand j'ai cité ces 20 personnes, j'ai cité les femmes par leur prénom, parce qu'en l'occurrence, alors, je les connais très bien, donc c'est une raison. Après on peut dire, en anglais, on a souvent tendance à appeler les gens par son prénom, très bien. J'ai dû citer les hommes par leur prénom et nom, sans doute parce qu'il y avait 2 Antoine et 2 Jean. Bon, bref. Et donc, une semaine après, il y a une femme du CSE qui est venue me voir à la fin de la CSE en me disant « Est-ce que je peux vous parler ?» Je peux te parler. En me disant « Voilà, tu as fait preuve de sexisme ordinaire dans le cadre de ce turn-out. » Et ça m'a... Alors, j'ai trouvé très bien qu'elle vienne me voir, déjà, pour me partager ce feedback. Et ensuite, ça m'a fait réfléchir énormément. Et c'est au moment où on était en train de réfléchir à cette problématique. Du coup, ça enclenche de la réflexion, des discussions. Enfin, ça permet de mettre les choses dans le terrain du concret, quand même. Et en l'occurrence, la personne était... alors, elle m'a dit, ça m'a choqué une fois. Bon, je n'ai pas voulu t'en parler, mais 2 autres personnes lui en ont parlé. Du coup, je me suis dit, non, là, il faut que je vienne te voir. Voilà, donc c'est pas qu'une personne que ça a choqué, c'est 3 personnes. Et ça va dans le sens de nos valeurs qui sont basées sur le respect principalement. Donc ça va dans le sens de la diversité. Pour moi, la diversité, c'est d'abord du respect. Et donc ces biais culturels ou je ne sais quoi, in fine, ça se traduit par un manque de respect pour la personne qui le reçoit. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Merci beaucoup pour ce témoignage et bravo pour cette belle prise de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce témoignage ou est-ce que l'on poursuit avec Hélène de Surmont, excusez-moi, j'avais oublié votre nom. Pas de souci, donc Hélène de Surmont, je représente Direct Assurance, je suis directrice des ressources humaines et de la communication interne. Donc, il y a quelques slides qui vont être projetés mais qui sont assez light, c'est plus pour illustrer, vous tenir en éveil. Donc Direct Assurance, on est donc une entreprise basée à Suresnes, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Un secteur, celui de l'assurance, comme vous imaginez, en direct, d'où notre nom. Un point très important, on fait partie d'un groupe, le groupe AXA. On est une filiale à 100%. Merci. Et donc c'est là que je viens. Hop, non, c'est monsieur. Vous l'avez mis dans le bon sens. Hop, ah oui, c'est un PDF. Bon, sinon, on peut faire sans. Je ne sais pas si... Parfait. Merci beaucoup. Donc AXA, une entreprise d'assurance, le sujet de la diversité et de l'inclusion, vous en avez témoigné, par exemple au niveau de Vinci, il y a une politique qui est définie au niveau d'un groupe, et puis ensuite il y a la façon dont ça peut être appliqué dans les différentes filiales. Et donc je pense que dans le tour de table de ce soir, après l'intervention de Tanguy, dont j'ai oublié le nom de famille, donc ça n'est pas du sexisme ordinaire, c'est juste parce que les prénoms s'impriment plus pour moi que les noms de famille. Donc là, je vais plutôt vous illustrer ce qui peut être fait au niveau d'une filiale, sachant que ça s'inscrit dans une stratégie au niveau du groupe AXA qui est très importante. Nous, on a 30 ans, et peut-être pour vous donner un tout petit peu de background, on est né au niveau du groupe en même temps qu'une association, l'association AXA à tout cœur, qui est, j'allais dire, le premier fil rouge, la première manière qu'on a eue au niveau du groupe AXA de s'inscrire, j'allais dire, comme un acteur économique, mais aussi dans la cité, et avec un lien très fort avec de nombreuses associations, et qui nous ont permis de travailler cet engagement de nos collaborateurs dans la cité. Alors les assureurs, ça aime les chiffres, c'est notre matière première, donc je voulais démarrer par 2 chiffres. On en a parlé, savoir compter, savoir mesurer, ça fait partie de la démarche, ça fait partie de la prise de conscience. Donc nous, on a plutôt des chiffres qui sont encourageants pour nous dire que sur certains domaines, au moins, on est sur la bonne voie. L'index égalité homme-femme auquel nous sommes tous soumis au niveau de la France, donc on a un beau score pour 2021. C'est une incitation à poursuivre les actions qu'on a sur l'égalité homme-femme.
ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, parce que 98, on pourrait se dire, c'est top. Il faut réussir à maintenir ce niveau, et c'est assez exigeant, je dois dire. Donc ça nous amène évidemment à mesurer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans nos différents process, que ce soit, on en sort les processus de revue salariale, où on regarde l'argent qu'on dépense, mais aussi comment on le dépense, et notamment entre les hommes et les femmes. Ça nous invite à regarder au moment des promotions, au moment des embauches, et par secteur de métier, comment ça se passe. Donc aujourd'hui, avec ce taux, on est plutôt pas mal. La frontière qui nous reste, j'allais dire, à travailler, c'est celle de nos cadres dirigeants. Alors, contrairement à ce que vous évoquiez dans le secteur qui est le vôtre, chez Subsea 7, alors nous, dans l'assurance, on est plutôt un secteur féminin. On est plutôt sur du 60-40 de représentation des femmes en général. Au niveau des cadres, on est grosso modo sur un 50-50 qui nous convient assez bien. Et quand on arrive au niveau des cadres de direction, là c'est du 40-60 mais dans l'autre sens. Donc c'est notre petit plafond de verre. C'est pas vraiment un plafond, 40% c'est déjà pas mal. Mais évidemment il nous reste cette marge de 10% à franchir. Et sur les écarts de salaire, je crois qu'en fait, on se rend compte, bon an, mal an, que c'est un travail en continu pour, j'allais dire, vérifier qu'on ne crée pas d'écart. Le deuxième indicateur qu'on a mis avec l'équipe en avant, on a parlé de normes au niveau du groupe AXA. On utilise une enquête interne qui s'appelle le Pulse. On prend le pouls de nos collaborateurs. C'est vraiment quelque chose d'interne. Ça fait des années, j'allais dire, qu'on interroge nos collaborateurs pour savoir quel est leur niveau d'engagement, leur niveau de motivation. En septembre 2021, pour la première fois, et c'est vraiment quelque chose qui a été appliqué dans l'ensemble des filiales, dans l'ensemble des pays, on a mis en place une enquête dédiée sur ce thème de la diversité et de l'inclusion. Et la question qu'on posait aux collaborateurs, c'est est-ce que vous vous sentez inclus et accepté comme vous êtes dans l'entreprise? Donc je ne reprends pas le slogan de McDonald's, même si voilà, venez comme vous êtes, ça pourrait aussi être notre slogan. Il a le mérite d'être simple. Et donc aujourd'hui, on a, en tout cas en septembre 2021, 95% de nos collaborateurs qui nous ont répondu oui ou un grand oui à cette question. Donc là aussi, un message d'encouragement. Ça ne veut pas dire qu'on a fini. Quand on leur pose la question de savoir s'ils nous recommanderaient comme un rôle modèle sur le thème de l'inclusion, on se rend compte qu'il y a encore des collaborateurs à convaincre sur ce sujet-là. C'est un sujet, je rebondis sur le témoignage que vous faisiez, qui n'est pas simple, parce que quand on a déployé cette enquête au niveau groupe, il y a effectivement des questions qu'on peut poser en France et qu'on ne peut pas poser dans d'autres pays, parce que certaines questions seraient considérées comme illégales. Donc c'est un bon rappel de cela. Partant de là, alors voilà, vous m'avez mis dans le bon sens, mais voilà, on m'avait dit que c'était dans l'autre sens, du coup, je suis perturbée. Au niveau de Direct Assurance, on a sur l'ensemble des sujets qui sont très variés, que peuvent recouvrir la diversité et l'inclusion, j'allais dire, il y a 2 fils rouges qui sont présents chez nous depuis fort longtemps et sur lesquels on continue à œuvrer en 2022, qui sont notre engagement en faveur du handicap et l'égalité homme-femme. On a choisi cette année de prendre comme fil rouge jusqu'en 2024 la belle analogie avec les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en 2024 à Paris. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce fil rouge pour communiquer sur les 4 thématiques qui s'affichent à l'écran? Donc le handicap, le LGBT, la santé mentale et l'égalité homme-femme. Tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a dans l'équipe RH et communication interne un athlète qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui nous ouvre du coup certaines portes pour avoir certains intervenants de ce monde du sport. Et c'est un monde du sport qui parle beaucoup à notre population Direct Assurance. Voilà, dans l'entreprise, ils sont très friands de tout ce qui va être autour du sport. Et le fil rouge vient du fait qu'en 2024, pour la première fois, les Jeux Olympiques et les Jeux
paralympiques seront organisés de concert, ce qui est un très beau symbole, même si les épreuves resteront distinctes, qui est un très beau symbole pour dire qu'il n'y a qu'une seule organisation des Jeux Olympiques, avec après des modalités. Pour reprendre, on adapte le poste et pas les personnes. Donc, tout le monde est accueilli dans la famille olympique, et ensuite avec des modalités un peu différentes. Et donc c'est autour de ce fil rouge qu'on va décliner des communications autour de la thématique LGBT, puisque là aussi l'analogie avec le monde du sport et tout ce qui s'est passé dans le sport sur cette thématique peut nous servir pour rentrer dans cette problématique de façon très concrète. La santé mentale, là aussi on a vu au moment des Jeux Olympiques de Tokyo pas mal de témoignages sur la pression et la façon dont on pouvait aider ou pas les athlètes à gérer cette pression-là. Petit aparté sur la santé mentale, c'est vraiment un des sujets en tant que DRH où on ne va pas remercier le Covid. Donc, on ne remercie pas le Covid. Mais il y a un sujet qui n'est pas la numérisation et la digitalisation sur lequel le Covid nous a aidé à progresser, en tout cas nous a aidé, nous, DRH, vis-à-vis de nos comités de direction et de nos managers, c'est celui de la santé mentale. Donc voilà, on prend les quelques trucs bien qu'il y a à prendre dans cette maladie qui nous accueille et qui nous embête toujours. Et l'égalité homme-femme, enfin, qui est un fil rouge qu'on a depuis longtemps avec des outils de mesure. Le handicap et l'égalité homme-femme ayant la grande facilité, j'allais dire, d'être des items sur lesquels on peut mesurer et donc voir son action, les deux autres étant, en tout cas en France, aujourd'hui, des sujets sur lesquels nous n'avons pas le droit de nous pencher. En parallèle de cette roadmap inclusion, il y a deux... je m'arrêterai peut-être là, je ne ferai peut-être pas la slide sur le handicap parce que c'est peut-être une thématique plus courante et par souci du temps. Mais peut-être juste une initiative sur laquelle je voulais m'arrêter un instant parce qu'elle témoigne de notre engagement et de la façon dont on s'insère entre des initiatives locales Direct Assurance, que je viens de vous dire sur notre roadmap, avec ce chapeau, ce fil rouge autour des Jeux Olympiques. C'est une initiative qui nous est propre. Cette initiative, donc Mixin, qui est un réseau d'échanges, c'est une initiative au niveau du groupe AXA, qui a, je pense, une petite dizaine d'années maintenant, qui est née autour de cette idée justement de la promotion de l'égalité homme-femme, avec un enjeu autour d'informer, autour de l'entraide, de partage de pratiques, et de faire des propositions, d'être une espèce de think tank interne pour aussi, j'allais dire, challenger les RH, challenger les directions et proposer des actions concrètes. Donc aujourd'hui, au niveau de Direct Assurance, on a une 50aine de membres qui font partie de ce réseau d'échanges. On organise des conférences. La dernière qu'on a organisée était sur la thématique d'égalité homme-femme autour des stéréotypes dès l'enfance. On parlait des biais qui se nourrissent dès l'enfance sur qu'est-ce qui va être attendu d'une petite fille à terme d'une femme et d'un petit garçon et à terme d'un homme. Ce qui était très intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que quand on a fait le premier petit déjeuner de retrouvailles après le Covid, voilà, pour se retrouver ensemble autour de ce réseau, la thématique égalité homme-femme reste une thématique. La diversité des origines et des cultures est aussi une thématique qui était autour de la table et sur lequel on est en train de voir du coup avec le comité de direction et notamment moi en tant que DRH, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens sur cette thématique-là qui émerge et qui est importante pour nos collaborateurs. Je vous propose, si ça vous va, de m'arrêter là. Il y avait aussi des choses sur le handicap, mais je pense que ce sont des actions peut-être plus traditionnelles. Donc, oui, effectivement, je crois qu'on a un petit peu dépassé le timing et les délais. Merci beaucoup. On devait avoir également le témoignage de l'entreprise Equalia, et je ne sais pas si mais ces messieurs, vous êtes bien présents. Écoutez, c'est à vous. On vous écoute. Et
Alors, il n'y a pas de Non, ça va, j'ai pas de présentation. J'ai une intervention rapide d'environ 45 minutes. Je suis Arnaud Bonne, je suis le directeur des relations institutionnelles et développement d'Equalia. Je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Valérie de Rochechouart, qui est notre directeur général associé. Il n'y a pas de féminisation à son titre, et c'est elle qui l'a voulu, donc c'est aussi une forme de diversité. Je vous laisse y réfléchir. Nous, Equalia, on est une entreprise, notre métier c'est gestionnaire, exploitant et animateur d'équipements ludosportifs au cœur des territoires. Ça veut dire qu'on répond à des marchés publics dans lesquels on est soumis à notamment des clauses d'inclusion, et on répond à des marchés publics pour exploiter les équipements sportifs dans le cadre de délégations de services publics sur des contrats en général de 5 ans. On a notre siège avec 40 collaborateurs qui est installé boulevard Cellier à Suresnes. Et nous sommes présents sur l'intégralité du territoire français avec 61 équipements. On a également 3 équipements en Belgique. Votre conférence, finalement, elle nous a permis déjà de nous poser la question de ce qu'était la diversité. Et j'ai bien aimé tout à l'heure votre définition et votre préambule qui disait qu'il y avait autant de définitions que de personnes dans la salle. Et finalement, on s'est dit que sur nos pratiques, on était d'abord sur une recherche de compétences et pas de profil. Et qu'on avait le sentiment que notre entreprise, elle avait déjà une culture de cette diversité. On a déjà une DG femme qui pousse ça énormément. On a beaucoup de postes à responsabilité dans l'entreprise sur lesquels, encore une fois, on n'a pas cherché le profil, l'homme, la femme ou l'origine. On a vraiment cherché les compétences. Et puis, l'année dernière, on a eu un gros travail sur les valeurs de l'entreprise, et on s'est posé sur ce qu'étaient nos missions, sur ce qu'étaient nos valeurs, et sur la façon dont on était capable de les communiquer au travers de nos 61 équipements et de nos quasiment 1000 collaborateurs sur les grosses périodes. Et donc on a défini 5 valeurs autour de l'authenticité, de la fiabilité, de la convivialité, de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'entrepreneuriat. Et finalement, c'est autour de ça qu'on travaille aujourd'hui notre diversité, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des collaborateurs, encore une fois, de toute origine, de tout niveau d'études. On travaille aussi beaucoup toute la promotion interne au sein de l'entreprise. Par contre, on essaye de les regrouper autour de nos valeurs d'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est toute la relation avec nos usagers, puisqu'on travaille dans des équipements recevant du public, donc qui sont aujourd'hui complètement accessibles, et on a en plus dans nos dossiers, dans nos projets, mis en place toute une pratique autour du handicap pour rendre les équipements accessibles. Alors bien sûr, ils sont accessibles, bien sûr les créneaux grand public permettent l'accueil de personnes à mobilité réduite, l'accueil de personnes à handicap parfois mentaux, mais surtout on a réservé des créneaux pour que ces personnes-là soient à l'aise. On a été les premiers par exemple à lancer de la pratique de fauteuils sur glace sur des créneaux qui étaient réservés à des centres adaptés pour qu'ils puissent venir sans être embêtés par le public, et ensuite, une fois qu'ils maîtrisaient leur fauteuil sur la glace, pour pouvoir venir participer aux séances grand public, donc vraiment leur rendre nos équipements accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est des pratiques assez courantes. On a aussi sur les cycles de recrutement, et ce qui nous permet à la fin finalement d'avoir des avis divers, mais aussi de développer cette diversité sur les postes de directeur de site, sur les postes de directeurs régionaux. On a mis en place 4 entretiens différents avec des personnes différentes de l'entreprise, avec des métiers différents, ce qui permet ensuite de croiser nos avis et d'être certain qu'on va respecter finalement une forme de diversité et qu'on va vraiment chercher les compétences des personnes. Vous dire également que sur la plupart de nos sites, notamment sur les sites en ouverture, quand on prend un site neuf, on s'associe avec les collectivités en place pour organiser avec eux des job dating et travailler avec des équipes du territoire pour pouvoir recruter des gens qui vont connaître le territoire, qui vont être originaires du territoire, mais également, encore une fois, sans critères spécifiques. On va chercher encore une fois la compétence. C'est ça le maître mot chez nous. Alors forcément, on est un peu éloigné de vos pratiques ou de vos process parce qu'on n'a pas les mêmes structures, mais en tout cas,
cette notion des valeurs, je pense que c'est ce qui va définir notre diversité au sein de l'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est intéressant aussi d'avoir une diversité au niveau des entreprises, d'avoir des moyennes entreprises, des plus grandes entreprises pour échanger sur ces sujets-là. Donc merci beaucoup de votre témoignage. C'est maintenant Laurence, non, excusez-moi, je vais écorcher votre nom, je n'ai pas pris mon papier, donc vous allez vous présenter vous-même pour parler notamment des travaux de l'NDRH et de la diversité. Oui, j'ai eu l'occasion. Donc, Laurence Breton-Cuny, moi je suis la DRH du groupe AFNOR et je suis là ici, au terme de la NDRH, je suis vice-présidente. Alors je ne m'occupe pas de la commission de diversité, mais néanmoins je vais vous parler un peu des labels et peut-être un historique. J'avais envoyé des slides, ils sont restés dans ma boîte. Voilà, alors peut-être juste un petit rappel, parce que vous savez, en France, on a quand même l'opportunité d'avoir des labels d'État, qui sont à la fois un avantage et un inconvénient quand on est à l'international, d'où l'intérêt de la norme, parce qu'ils sont vraiment limités à notre territoire. Alors peut-être quelques rappels de date. Le label égalité professionnelle date de 2004, et ensuite, en fait, on a fait des travaux sur une norme française de la promotion de la diversité. La NDRH, en fait, avait eu un financement de la part de l'État pour porter la diversité. Et donc on a abouti en fait à un label qui a été créé en 2008. Alors je rappelle juste un point particulier, c'est un label d'État, mais en fait comme opérateur il y a AFNOR Certification. Ça pourrait être un autre certificateur, mais il se trouve que depuis l'origine maintenant, AFNOR Certification effectivement est opérateur. Alors la NDRH, on est toujours dans la commission, je ne sais pas si... à part effectivement Tanguy, peut-être vous deux si vous avez le label, et puis en plus la mairie de Suresnes. Mais en fait, il y a des auditeurs pour le label diversité qui viennent au sein de vos entreprises. Et ensuite, on a une commission. Dans cette commission, on a des représentants de différentes organisations syndicales. Et nous avons également un siège au titre de la NDRH. Pour nous, il y a quand même des bénéfices qui sont nombreux. Alors, il existe un label qui fait un peu les deux, c'est Alliance. C'était vraiment important d'aller sur le champ de la diversité, à la fois effectivement pour mettre en avant et puis être finalement intéressant pour recruter, mais aussi pour revoir tout, on va dire, nos processus au niveau RH. Quand on avait travaillé sur la promotion de la diversité, en fait, on avait fait tout, à la fois de l'entrée des collaborateurs au sein de l'organisation jusque finalement au départ. Et on ne parlait pas d'égalité, on parlait d'équité de traitement. Il faut que chacun ait les mêmes chances. Enfin voilà. Donc vous avez ce label avec un cahier des charges où tout est toujours très bien expliqué, avec effectivement, notamment pour le label diversité, des auditeurs qui viennent chez vous. Je sais très bien que j'ai des collègues DRH qui me disent que c'est toujours un mauvais moment. Sachez que ces auditeurs sont aussi salariés du groupe AFNOR pour certains d'entre eux, et vous les imaginez, ils sont au sein du CSE pour moi. Donc autant vous dire que nous avons la dragée très haute en tant que groupe AFNOR, puisque nous avons effectivement, en tant que ce soit des référents sur le harcèlement sexuel ou dans effectivement mes commissions, j'ai des experts en termes de diversité, donc je suis challengée au quotidien. Voilà, c'est toujours bien, mais en même temps, ça met la barre très haute. Voilà. Je voulais surtout vous parler au titre de la NDRH du souci que nous avons de la diversité et de l'inclusion et d'un guide qui vient de sortir. Alors, je rappelle, la NDRH, et je ne l'ai pas présenté, nous sommes 5000 membres, vous allez me dire, Churn, 250 000 membres, CIPD, 210 000 membres au niveau worldwide. Il y a une différence majeure entre la France et les pays anglo-saxons. Nous, ce sont des adhésions individuelles. Donc la NDRH, on adhère, j'espère que tous les DRH ici présents y sont, pour une somme modeste, aux alentours de 400 € par an. Le chef d'entreprise, j'en profite, peut financer. Moi, j'ai un abonnement pour mes collaborateurs. Et c'est vrai que nous sommes 5000. Mais en France, il n'y a pas de nécessité d'être certifié pour travailler dans le domaine des ressources humaines. Quand vous êtes dans un pays anglo-saxon, vous êtes obligé d'avoir une certification RH pour travailler dans l'entreprise, une certification RH pour enseigner les RH, une certification RH pour être consultant. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. Voilà, c'est la raison qui fait que vous avez des associations très vastes.
Nous avons sorti en mars dernier, alors c'est quelques pages, mais c'est beaucoup plus gros, un guide sur la diversité et l'inclusion avec différents points. Et je voulais simplement, puisque le temps m'est compté, simplement faire un petit point sur les nouvelles lois, ce qui change, parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas noté. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la loi Rixin. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, alors je vais vous donner quelques points. Depuis le 21 décembre, toutes vos chartes et vos accords télétravail doivent inclure un point sur la salariée enceinte, les mesures que vous faites. C'est indispensable, et ceux qui n'ont pas fait l'évolution, en fait, sont hors la loi. Et cela s'applique depuis le 27 décembre. Un autre point que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez tous vu, à partir du 27 décembre 2022, quand vous avez un salarié, le versement du salaire sera obligatoirement sur un compte où il est titulaire ou co-titulaire. Ça vous semble anodin, mais ça existe encore, que des personnes, finalement, n'aient pas de versement sur leur compte. Je trouve que, voilà, pour l'égalité femmes-hommes, il y a eu deux mesures importantes, celle-là et la précédente qui avait été le prélèvement à la source. Je trouve qu'en matière d'égalité femmes-hommes, c'est fondamental. Combien d'entre nous, et je peux le dire, c'était le cas chez mes beaux-parents, où mon beau-père disait « Finalement, ta belle-mère travaille pour les impôts ». Je trouvais ça très élégant, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle aussi un stéréotype, et voilà. Alors que maintenant, chacun a effectivement son prélèvement. Et ce petit point qui n'a l'air de rien sur qui, finalement, a le versement de ce salaire, ça peut paraître anodin, mais finalement, si cette loi existe, c'est que c'est une réalité. On a également un zoom, bon, on en a parlé d'égalité femmes-hommes, moi j'aimerais faire un zoom sur l'accès des quotas au niveau des postes de direction. Vous savez qu'on va avoir, et je me trompe toujours, mais si, c'est le 1er mars 2023. Au 1er mars 2023, toutes les entreprises de plus de 1000 devront publier leurs résultats, à la fois au niveau de leur CODIR et de leur COMEX. Voilà. Donc il ne suffira pas uniquement de donner son index. Alors 98 c'est bien, moi j'ai 96 et on est, si on décompte le directeur général, autant de femmes que d'hommes. Voilà, et on a les 10 points pour les plus hautes rémunérations, de toute façon sur laquelle vous n'auriez pas non plus 98 points. Donc c'est vrai que ça a l'air de rien, mais ça arrive vite, 1er mars 2023. Donc on en parlait avec Tanguy, tout dépend de la taille de vos entreprises, on n'est pas au niveau du groupe. Mais ne serait-ce que regarder de tels critères, donc vous voyez un petit peu ce que l'on fait. Après, voilà, j'ai 10 minutes, donc je voulais juste revenir sur ces points. On a également dans ce guide un comparatif sur les pratiques que connaît bien Tanguy au niveau international, parce qu'on ne vit pas la même chose en fonction des pays où nous sommes. Hein. Moi, je rappelle, le groupe AFNOR, on est présent dans 43 pays, on a 13 filiales en propre, et ensuite on donne des guides et des indications. Je rappelle, et c'est ce qu'a montré la norme au niveau international, c'est comme un système de management de la qualité. Vous avez Plan, Do, Check, Act. Vous savez, c'est comme une petite souris qui est sur une boule qui descend sur un terrain et on doit toujours recommencer. C'est-à-dire on planifie, on fait, on contrôle, etc. Et c'est ça un peu finalement la diversité dans l'entreprise. C'est comme l'inclusion qui est un sujet qui pour moi récent est important. On a tous des actions aujourd'hui, mais on l'a bien vu avec la RSE et au niveau de nos enquêtes de la NDRH, on a vu que c'était notre deuxième sujet phare pour l'année qui vient de s'écouler, tout simplement parce que si nous, membres des entreprises, membres de la société civile, ne faisons rien, 2,5 millions de personnes exclues, c'est à peu près 10%, l'équivalent de 10% des salariés en France, et ça veut dire non seulement des personnes laissées sur le côté, mais une société de plus en plus inégalitaire, avec tous les risques que l'on connaît au niveau du populisme qui peut arriver. Voilà. Donc nous avons effectivement des responsabilités en tant qu'intégration, pas seulement pour nos salariés, mais également pour nos sous-traitants, Également au niveau international, on parle de workforce, on parle de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est non seulement nos salariés, mais toutes les personnes qui travaillent pour nous, prestataires inclus. Et nous, en tant que DRH, nous sommes là effectivement pour veiller. Voilà cette diversité et inclusion. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup. On a filmé la conférence, donc on pourra aussi diffuser des images de cette conférence. Donc merci à tous. Je ne sais pas si Subsist 7 veut dire le mot de la fin, puisque c'est vous qui nous faites le plaisir de nous accueillir. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on utilise des mêmes mots, mais qu'on ne met pas du tout les mêmes choses derrière. Et l'inclusion en particulier, ce que vous avez expliqué au début sur ADECO, nous, c'est des choses qu'on ne regarde pas, en tout cas, pas moi. Et je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire pour conclure, accessoirement. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise. Ce que j'aimerais bien voir, ce que cette norme dit aussi, pour mettre ça dans le contexte de ce que je connais. Ce que j'observe, c'est une certaine passion de tous les intervenants. Et ça, c'est bien aussi, parce que quelque part, voilà, c'est ça qui fait avancer les choses, me semble-t-il. Voilà, donc en tout cas, c'était super d'avoir cette conférence ici, tous ces intervenants. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus si vous voulez refaire l'expérience. Merci.